fidèles téléspectateurs de la RTNC au Katanga, c'est un plaisir de savoir que vous êtes branchés sur notre chaîne de télévision, votre chaîne pour en savoir plus dans les cadres de votre magazine économique concret, mais aussi à vous fidèles followers qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. Nous vous disons merci de nous suivre régulièrement et encore une fois, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Mag Concret, Magazine Concret, ce magazine qui vous donne le temps, l'occasion de découvrir ce qui se passe sur le plan économique, mais aussi à des moments où nous touchons un peu les actualités politiques, mais pas très souvent. La ligne éditoriale, c'est que c'est un magazine économique. Et pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous le professeur Labim Piana Boketchou. Et le professeur Labim Piana Boketchou, que vous connaissez, que vous avez pris l'habitude de suivre dans le cadre de ce magazine. Moi, je l'appelle professeur, mais il est chef des travaux à l'université de Lubumbashi. C'est avec lui que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons échanger sur toutes les grandes questions économiques et aussi financières, parce que les actualités sont abondantes en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne les finances. Monsieur le chef de travaux Labim Boketchou, nous vous disons bonsoir. Bonsoir maman. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien sûr, je suis content et je profite de l'occasion, c'est pour vous présenter mes vives félicitations pour votre élévation en tant que vice-présidente de la presse congolaise au niveau national. Merci beaucoup, monsieur le chef des travaux, ça me va droit au cœur. Vous venez de constater, quand je suis sur le plateau avec le chef des travaux, la vie, il y a toujours à dire. Là, nous allons commencer, comme je l'avais dit, il y a tellement de la matière. Professeur, il y a tellement de la matière, monsieur le chef des travaux, il y a tellement de la matière. La grande question, depuis la nomination de la première ministre Judith Toulouka-Souminois, nous ne avons pas encore reçu. Nous aimerions savoir comment vous avez pris cette nouvelle à l'époque quand elle était nommée, une première ministre en RDC. Bon, j'étais d'abord époustouflé de constater maintenant que c'est une femme qui arrive maintenant aux affaires du pays pour essayer de conduire les différentes difficultés que nous avons connues sur le plan économique et social et sur le plan des finances. Et que son arrivée à la tête de la primature, ce sera une solution plutôt aux problèmes fondamentaux de notre économie, de notre finance et de notre organisation, de notre management. Et alors, ce qui est beaucoup plus important, c'est une femme. Hein. C'est comme femme, c'est une femme virago. Et je la connaissais quand il était encore ministre au plan à l'économie nationale, quand il était encore directrice également du cabinet de professeur Mokoko. Je sais vraiment qu'il devait être très efficace. C'est comme vous, hein, vous avez presque les mêmes caractéristiques avec. Ah ben ça. Donc pour vous, ça a été une bonne nouvelle de voir qu'on a une femme, ou on a désormais une femme qui doit gérer ou qui gère la primature. Oui, j'étais content parce qu'on devait changer la donne. Il a fallu quand même tester une femme, responsabiliser la femme. Vous voyez, n'est-ce pas, avec la rigueur des femmes. C'est comme vous, c'est comme par exemple elle également. Et si nous prenons aussi Maman Léonie, Léonie Kandolo qui est là-bas aussi. La ministre du genre. Déjà, je vous connaissais parce que vous êtes des femmes tellement trop dires. C'est ce que nous appelons des femmes virago. Hein, des femmes qui ont la manière, l'art de gérer et diriger, de conduire les hommes. Et j'ai trouvé ça normal. Vous avez trouvé ça normal, mais maintenant, là, vous aviez trouvé normal. Elle est déjà en train de travailler. Ça fait plus de 100 jours qu'elle est première ministre. Elle est chef du gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà pour son petit bilan qu'il faut tracer au-delà de 100 jours, parce que nous avons pris l'habitude en RDC d'évaluer en disant 100 jours, qu'est-ce que ça donne. Mais elle est déjà au-delà de 100 jours. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà sur les 100 jours, ou sinon au-delà de 100 jours qu'elle a eu déjà ou qu'elle dirige déjà? C'est bien, les premiers résultats sont là. Déjà, on peut arriver à apprécier la stabilité des taux d'échange. Il a maîtrisé un peu. Et quand il était entré, il y a eu ce qu'on appelle ici une dégradation continue. Mais là, cette fois-ci, maintenant, il y a stabilité parce qu'il a cherché à connaître quelle est l'origine de la déstabilisation, de la dégradation du taux d'échange qui est devenu comme étant un élément fondamental dans la détermination, dans l'élévation du niveau du pouvoir d'achat
de la population congolaise. Ça, c'est un deuxième élément aussi. La maîtrise de la connaissance des problèmes économiques de notre pays et surtout réellement renforcer les exportations pour accumuler les moyens de paiement internationaux et doter la Banque centrale d'une structure d'approvisionnement des ressources étrangères qui offre à elle la possibilité de faire ses interventions dans les marchés d'échange en vue de stabiliser les taux d'échange. Ça, c'est un élément très important. La baisse, n'est-ce pas, ici, la baisse actuellement ici, d'accord, du prix du carburant, qui devait avoir des implications positives sur la structure des prix de tous les produits et même au niveau des transporteurs. Il y aura ce qu'on appelle les mécanismes. Donc, ça dit que si on arrive à appliquer toutes ces mesures-là, vous allez vous rendre compte réellement que non, la baisse de carburant ou la défiscalisation en balayant toutes les taxes relevant de la parafiscalité ou de la fiscalité dans les structures des prix. Donc vous avez les effets d'entraînement et la situation s'améliore davantage, mais nous avons beaucoup souffert, nous n'allons pas sentir ça maintenant, mais c'est au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir réellement qu'il y aura l'amélioration. Et il est en train de respecter les des engagements du chef de l'État sur l'augmentation du pouvoir d'achat de la population. Déjà, vous pensez que le fait qu'on ait quand même un taux de change assez stable ces jours-ci, c'est un point positif? Un point positif, et c'est là, dénonce naturellement que non, bon, on a tendance maintenant à avoir les moyens pour chercher à accroître les importations. Donc nous allons accroître les importations, on va inonder les marchés par des denrées alimentaires, des produits de première nécessité, et vous allez vous rendre compte réellement que non, l'offre va augmenter, la demande va rester à un niveau standard, donc la stabilité des prix qui permettra de garantir même la stabilité du pouvoir d'achat. Mais ce qui est beaucoup plus important, ce qui fait que dans un premier temps, on doit prendre des mesures draconiennes, des mesures qui accompagnent, n'est-ce pas, ici, ces différentes solutions qui offrent à nous la possibilité de casser les distorsions économiques, les difficultés là. Vous voyez? Alors, ici, il faut encourager ça, surtout la défiscalisation. Quand il a dit qu'il faut supprimer les taxes et en fait de compte, revoir les nomenclatures de certaines taxes qui entrent ici dans la République du Congo. Donc, déjà, pour vous, il y a des effets positifs, il y a des éléments positifs en ce qui concerne les 100 jours. Justement, c'est ça, et surtout, ce qui était à la base de la dépréciation, de la dépréciation continue, c'est-à-dire que les excédents, n'est-ce pas, les dépenses, donc à cause de quoi? À cause de la procédure d'urgence. Donc on décaissait les dépenses en tenant compte des produits. C'est là où les gens ont profité pour faire des détournements en cascade et en fait des comptes d'envelopper automatiquement l'inflation. Une question importante que vous avez, un élément important que vous avez soulevé là, le détournement, on va y revenir. Donc déjà avec ça, vous dites que le gouvernement souminois, ça va. Ça va, il faut lui donner encore la chance de continuer comme ça et il y a des mesures. Ne vous en faites pas réellement que j'ai contribué quand même, je ne vous dirai pas ça ici à la télé, parce que j'ai envoyé un support qu'il devait tenir compte de ça en tenant compte, quand vous devez prendre des mesures de sauvetage ou d'encadrement d'accord de notre économie, vous devez en tenir compte. Vous avez envoyé un support à la première ministre. Mais oui, je ne peux pas dire ça à la télé. Chaque Congolais a son laboratoire. Oui, donc vous avez envoyé... Oui, j'ai envoyé chez Moukoko et dans son cabinet de prendre en considération ces différentes recommandations pour encadrer l'économie et éviter des dérapages. Et vous pensez que ça a été pris en compte? Mais oui, il y a l'une des mesures qui a été prise à ce niveau-là. J'avais demandé le contrôle de la Banque centrale. J'avais demandé à la Banque centrale d'aller se localiser là où il y a des zones minières. Et la Banque centrale maintenant commence à créer des comptoirs là où il y a des zones minières pour se comporter aussi comme opérateur économique d'achat et de matières précieuses et revendre dans les banques étrangères pour accumuler les moyens de paiement internationaux. Ça c'est vous qui nous informez. Donc déjà la Banque centrale est à l'œuvre. Mais oui, mais nous sommes des Congolais dans l'ombre. Chaque Congolais doit servir les pays là où il se trouve. Ouais, ce n'est pas dit pour servir les pays, il faut être à côté du Premier ministre, des ministres tels ou du chef de l'État. Non, travailler d'abord là où vous vous retrouvez, ici, faire un bon travail et aider le pays en bon escient. Est-ce qu'on peut également mettre sur le compte des éléments positifs jusque-là du gouvernement souminois? Est-ce qu'on peut prendre en compte la paix des agents et fonctionnaires de l'État qui, depuis un temps, le nouveau ministre de Finances, Doudou Fouamba, avait promis que désormais les fonctionnaires seraient payés déjà à partir du 22. Oui, c'est un élément très positif. Est-ce que c'est un élément positif? Un élément très positif, maman. Oui, c'est positif parce que vous devez recadrer les payes des fonctionnaires de l'État. Parce que l'argent est calculé, la consommation est calculée en fonction des affectations pour des produits, ou soit renouveler les stocks d'aliments au niveau des fonds de provisions dans les ménages. C'est bien calculé.
Et le fait, quand vous libérez ça, et l'autre 20, vous libérez, il y a la possibilité, quand on fait des calculs, un peu, même des projections, on a la possibilité de rester dans une marche raisonnable. Ça, c'est très important. Vous êtes vous êtes là, et moi et vous, nous sommes tous les gestionnaires des ménages. Nous devons savoir gérer les budgets des ménages. Et les budgets des ménages, il faut les gérer correctement, même quand il y a l'inflation. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai même dit à madame de faire un effort de manière à mobiliser les ministres, de faire une campagne de sensibilisation pour pousser à ce que la gestion de l'inflation ne soit plus à l'apanage du gouvernement. Et pousser même les ménages, les individus à gérer, n'est-ce pas, l'inflation. Ça, c'est très important. Et c'est ça, déjà, la date là, quand on dit que le 20, c'est dans l'une des procédures qui offre, n'est-ce pas, aux ménages de gérer l'inflation et qui ne sera plus encore l'apanage du gouvernement parce que les politiques économiques élaborées par le gouvernement ont démontré leurs limites qui n'ont pas essayé de résoudre les problèmes. Maintenant, chaque ménage, tel que vous êtes là, moi je suis là comme fonctionnaire de l'État, nous avons géré l'inflation de notre manière pour aider le gouvernement à trouver une solution définitive. Pour aider le gouvernement à trouver une solution définitive, mais il y a une autre question en ce qui concerne... mais j'aimerais me dire que non, ce paiement à la date normale prise par le ministre des Finances et Consorts, ça, il faut féliciter ça. Voilà des ministres pareils. C'est comme par exemple celui de la justice, c'est comme par exemple celui de l'économie nationale, celui du plan et gravité, donc pas celui du plan mais celui du développement rural, l'autre ministre qui est parti. Le ministre du développement rural. Non, pas rural, ça c'est Nzangi. J'ai parlé des ministres là. Tu parles le ministre de la Justice, c'est Constant Moutamba. Le ministre de Finances, c'est Doudou Fwamba. Le ministre de l'économie, c'est le professeur Moukoko. Oui, professeur Moukoko. Mais il y a un ministre, l'autre, il était même avec le président en Chine. Et il a beaucoup contribué, n'est-ce pas, ici. Le ministre de l'Industrie petite et moyenne. Ah, voilà, c'est celui-là. Et il faut aussi ajouter aussi Paloukou quand même. Ah, ajoute aussi le ministre Paloukou. Voilà. Finalement, apparemment, vous appréciez tous les ministres. Mais oui, non, on est en train de prendre, n'est-ce pas, le ministère qui fonctionne correctement et pour lequel vous avez des vaillants Congolais qui sont là-bas, qui travaillent correctement par rapport aux autres. À ce jour, pour vous, s'il faut parler du gouvernement souminois, vous donnez déjà la chance à ces ministres-là. Ah oui. Celui de l'économie. Oui. Celui de l'économie, celui du commerce extérieur, Paloukou, celui de quoi ça, de l'autre là, industrie. Oui, parce qu'il faut voir les programmes. Vous savez, la justice, c'est tout Moutamba, parce que c'est la justice qui élève une nation. Il faut réellement prendre tous ces détourneurs-là. Et celui de finances Les finances, Fwamba, oui, mais vous démontre de quoi? Et pour moi, il est à la base, il a cassé automatiquement les procédures d'urgence. C'est là où les gens... Oui, c'est là où l'argent... C'est là où on détournait l'argent. Le fait de casser ce système de procédure d'urgence, est-ce que ça a un impact positif sur l'économie du pays, sur les finances du pays? Ah mais oui, ça a un impact, parce que si on ne cassait pas ça, la conséquence en est que nous allons assister à une véritable vélicité d'accord des taux d'échange. Okay. Ah oui, ça devait être, n'est-ce pas, en tant qu'économiste, expliquez-nous, parce que... Non, c'est-à-dire que cette procédure-là consiste, on dit vraiment que non, 4 millions, du coup, voyez, avec procédure d'urgence, c'est-à-dire que vous n'allez pas suivre la procédure normale. Oui, normal, non. C'est-à-dire que, voilà, du coup, vous allez gonfler la masse monétaire. Du coup, vous dites vraiment que non, 10 millions a fait sortir. 150 millions a fait sortir, du coup. Non, procédure d'urgence. Parce qu'on a demandé ça. Alors, directement là, vous avez une masse qui risque de créer des troubles vertigineux. Et ce qui entraînerait comme conséquence la déflagration de taux d'échange et la hausse des prix. Dans ce cas-là, vous brimez automatiquement les pouvoirs d'achat de la population. Et c'est là qu'on a compris. Donc, c'est la conjugaison des efforts de tous ces ministères-là à vocation économico-financière et monétaire. Très important, ça. Et ça aussi, il faut dire aussi le travail fait par Maman Kabedi de la Banque centrale, qui a essayé d'accord de chercher à contrôler les dépenses et contrôler la politique monétaire du gouvernement. Oui, mais vous parlez aujourd'hui de Maman Kabedi qui cherche à contrôler la masse monétaire. Mais autrefois, on a eu les procédures d'urgence. Elle était toujours gouverneure de la Banque centrale. Ah, mais c'est l'une des raisons que nous demandons aujourd'hui l'indépendance de la Banque centrale. Que les hommes politiques laissent la Banque centrale être totalement indépendante. Vous ne pouvez pas commencer à utiliser la position politique pour commencer à infliger des recommandations ou des directives à la Banque centrale, de vous faire des avances, même si on n'est pas à mesure, n'est-ce pas, de mettre à votre disposition les avances monétaires là. Non, il faut éviter ça.
Donc vous vous sentez, parce que vraiment aujourd'hui on est dans les généralités de la situation économico-financière du pays, mais vous pensez que chaque fois que la Banque centrale n'est pas indépendante, c'est ce qui amène à des procédures d'urgence. Mais justement, c'est ça parce qu'on inflige le gouvernement de la Banque centrale. On vous dit que nous avons besoin de l'argent, et ça c'est quand l'homme politique demande, c'est pour des fins politiques, et il faut intervenir, par exemple, rapidement là. Alors, au lieu de suivre une procédure normale, tout le mécanisme est possible en soi. Il y a même des dépenses qui n'ont pas été, des dépenses non prévues dans le budget de l'État, mais pour lesquelles, au cours de la période, vous devez réaliser, exécuter ces dépenses-là, mais vous créez l'hémorragie monétaire. Quand vous devez créer cette hémorragie-là, quelle est la conséquence? C'est la population, c'est les petits peuples qui payent la facture de cette arrogance. Donc nous devons revoir tous ces procédures-là. Donc ça signifie qu'à un moment, en ce qui concerne notre pays, pour qu'on essaye de gérer la masse monétaire, pour qu'on essaie de gérer au fait les aspects économiques et financiers, il faudrait que l'on arrête les procédures d'urgence. Ouais, à quel moment il faudrait qu'on ait des procédures d'urgence? À quel moment? Parce que là, c'est un dossier intéressant parce que vous avez déjà soulevé tout au début le détournement. Vous avez glissé un mot là-dessus. Mais vous pensez à quel moment on doit avoir les procédures d'urgence? À quel moment il ne faudrait pas qu'on ait ces procédures d'urgence? Parce qu'on vous entend parler, ce sont les cas de procédures d'urgence qui nous amènent dans les détournements. Mais justement, parce que les procédures d'urgence n'ont rien autre que ce sont des événements qui n'ont jamais été prévus dans le budget de l'État. Or, il y a des principes en matière d'élaboration et d'exécution budgétaire. L'autorité budgétaire, c'est le Parlement qui autorise, n'est-ce pas, ici les engagements de dépenses et en fait des comptes, la mobilisation des recettes pour couvrir ces dépenses-là. Alors, maintenant, quand il y a un événement qui arrive, il y a un besoin qui se présente de manière d'urgence. Une catastrophe naturelle. Justement, par exemple. Alors là, maintenant, automatiquement, on entre dans cette procédure pour essayer de limiter la catastrophe. C'est ça le problème qui est là. Mais alors, c'est à ce moment-là. Il faut qu'on ait des forages dans tel. Mais oui, et puis on fait des comptes. Mais oui, comment donc. Ça, c'est pas une procédure d'urgence. Je prends par exemple, nous avons un pays qui a des problèmes en ce qui concerne l'électricité. Nous savons très bien que notre société d'électricité pose problème. Très bien, madame. Mais dans certains coins du pays, on a besoin que l'on parle de l'électricité, on a besoin que les autres Congolais vivent aussi, qu'ils aient du courant électrique. Est-ce que le fait de débourser, de décaisser l'argent en procédure d'urgence pour qu'on ait des forages, en construction de ce côté-là, qu'on ait la mise en place des lampadaires, est-ce que c'est pas une procédure d'urgence? Est-ce qu'on doit mettre ça dans la procédure d'urgence ou pas? Bon, une procédure d'urgence, ce que nous appelons les économistes, il faut les mettre dans le contexte de ce que nous appelons la cadence budgétaire. Ok. Si elle n'est pas dans une procédure de cadence budgétaire, la conséquence est tellement très néfaste. Je disais ceci à un moment donné que aucune dépense qui n'a jamais été prévue dans le budget de l'État ne pouvait être réalisée. Respecter ces principes. Et le principe de la non-affectation des recettes à des dépenses non prévues. Respecter ces principes-là, même s'il y a l'urgence en soi. Mais il y a l'urgence que nous appelons l'urgence basée sur la cadence budgétaire, c'est-à-dire qu'on peut arriver à défalquer à certains postes au lieu de procéder à un décaissement global. C'est ça qu'on appelle le décaissement global, qui crée l'hémorragie. Donc il faut limiter ce décaissement normal et aller vers la cadence budgétaire. Alors cette procédure de cadence budgétaire indique ou oblige le gouvernement à ponctionner dans certains postes pour lesquels la date de réalisation de ces dépenses est tellement lointaine que par rapport à l'exécution normale. Ça c'est très important. Et ce sont des stratégies dans la matière de gestion budgétaire. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai aimé Famois. Il est en train de démontrer de quoi il est capable de gérer le ministère des Finances convenablement. Et par rapport à la gestion d'attente que nous avons vécue dans ce pays-ci. La gestion d'attente, vous voulez parler de quel... Donc le régime est passé, le gouvernement passé à un moment donné, même le régime de Fatih au début, là, au départ, les différents ministres que nous avons vécu là-bas n'ont pas fait un travail de titan. Vous ne pouvez pas citer le nom. Non, je ne cite pas les noms pour éviter... vous savez, nous sommes au Congo, les Congolais sont tellement... Oh non, il a cité nos frères, il est tout ça, vous allez commencer à s'intéresser, à me connaître. Si je suis tout ça et qu'on sort, dans ce cas-là, un jour, quelqu'un, je dois
postuler pour avoir un poste de responsabilité. Non, pas celui-là. Voilà ce qu'il avait dit à la télé. Maintenant, on commence mais vous n'avez dit que la vérité. Mais oui, mais c'est ça la vérité. Les Congolais n'aiment pas la vérité. Les Congolais n'aiment pas la vérité. Ah ben ça c'est grave. C'est un autre débat. Alors pour vous, donc il faudrait qu'on ait des... C'est pas mauvais d'avoir des cas de procédure d'urgence, mais tout doit être bien étudié, très bien, bien élaboré. On doit savoir l'urgence en question, c'est quoi. Parce que les cas de procédure d'urgence, on ne suit pas la procédure normale. Donc c'est vraiment un cas très d'urgence. Bien, c'est ça. Il y a des interférences financières qui entrent en ligne de compte pour lesquelles certains ministères qui trouvent aussi réellement que non, il faut ponctionner, et il y a aussi problème de commission. Et ça, à ce niveau-là, il y a un problème de commission. Il faut casser ça. Vous êtes sûr? Et puis aussi, je suis tellement très content Vous êtes le porte-parole du ministre des Finances. Non, il y a des Congolais qui n'aiment pas que quand quelqu'un fait le travail, un bon travail, et les gens ne veulent pas d'abord donner des éloges. Comme vous êtes ce qu'on appelle la meilleure journaliste parmi les femmes là. Voyez, moi je pensais même que vous devez être même à la tête. Revenons au dossier du ministre. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors les Congolais n'aiment pas ça, il faut mettre en train de faire un travail de titan. Qu'est-ce qui, en quelques mois, en quelques jours, vous dites déjà qu'il fait un bon travail. Qu'est-ce qui vous pousse à dire qu'il fait un bon travail? Vous voyez, le budget 2025 n'est pas 2024 n'est pas encore opérationnel. Hein? Le budget 2024. Est-ce que vous le savez? Et maintenant, nous sommes en train de travailler avec des crédits provisoires. Et ces crédits provisoires sont bien utilisés et ne créent même pas l'hémorragie depuis qu'on a arrêté la procédure d'urgence. Oui. Donc depuis que lui a pris les choses en main, il n'y a plus de procédure d'urgence. Mais vérifiez. Il n'y a plus de procédure d'urgence. Il y en a plus. Maintenant, alors s'il y a une procédure d'urgence... Il travaille avec quoi exactement? Vous dites en termes économiques, financiers, il travaille avec quoi? Non, il travaille maintenant avec ce que nous appelons des cadences budgétaires. Hein. Une stratégie de cadence budgétaire. La stratégie de cadence budgétaire. Qui est basée sur quand il y a l'urgence qui se présente pour laquelle on n'a pas de liquidité pour intervenir, on va commencer à ponctionner un certain poste budgétaire appartenant à notre ministère ou à d'autres institutions pour lesquelles la réalisation n'est pas immédiate, c'est différé. Très important ça. Alors, puisque vous faites un peu, vous dites que bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont, vous dites que le ministre de Finances travaille bien, jusque-là, il a su arrêter l'hémorragie, il n'y a pas des cas de procédure d'urgence. Mais maintenant, les Congolais attendent, les fonctionnaires attendent depuis quelques années, il faut le dire, la révision de leur barème salarial. Ils attendent qu'ils aient aujourd'hui le nouveau barème. Est-ce que vous pensez, c'est une question qui vient comme ça, est-ce que vous pensez que le ministre Doudou Fwamba sera en mesure, bien sûr en collaboration avec son collègue du budget, est-ce qu'il sera en mesure de faire respecter le nouveau barème salarial? Parce que les fonctionnaires attendent cette question. Maman, tout est facile, c'est les salaires. Hein. Nous ne parlons pas d'accord des primes. Hein. Tous ces différents services publics de l'État touchent des primes. Mais on n'en parle pas. On en touche d'accord des primes colossales. Il y a même ceux-là qui ont des primes de 2500 $. Des simples services publics de l'État. Hein. Mais on n'en parle pas. C'est seulement les salaires. Parce que le salaire est sacré. Heureusement que vous le dites. Le salaire est sacré. Et c'est là où on doit faire un effort. Mais les salaires fonctionnent, nous sommes dans des systèmes, le SMIC, salaire minimum garanti. Vous devez déterminer le SMIC d'abord au départ et en fait de compte obliger chaque institution, soit ici publique de l'État, puisse arriver à adapter les salaires en fonction du coût de la vie. Quelle est la conséquence alors? Et pour ça, améliorer le niveau des salaires et en fait de qu'on laisse les fonctionnaires à ce niveau de salaire pour permettre à eux de consommer, le gouvernement a recensé 9 produits de première nécessité. D'ailleurs, c'était d'abord 14 pour déterminer les paniers de la ménagère. Il y a eu 14 produits, n'est-ce pas, ici, pour lesquels on devait suivre. Alors, on a pris les produits de grande consommation et de consommation courante pour lesquels chaque ménage doit disposer, alléger le coût de ces paniers ménagères, c'est-à-dire maintenant trouver des mesures comment on peut arriver à atténuer les prix de ces denrées-là sur les marchés. Donc, c'est défiscaliser. C'était l'une des mesures que nous avons envisagé la possibilité. C'est ça pour les fonctionnaires. Il y a plusieurs solutions. Les salaires, on va augmenter les salaires. Mais quand on augmente les salaires, il faut aussi bloquer les prix. Et nous sommes en train d'étudier les différentes sources d'approvisionnement de ces produits-là au niveau du pays. Les ambassades devaient nous aider
Les ambassades devaient nous aider, devaient chercher à inventorier tous les catalogues des différentes marchandises dans les pays pour lesquels nous sommes en train de s'approvisionner. Or, ce n'est pas ça le cas. Nos ambassades sont devenues des ambassades pour chercher à affiler les politiciens qui critiquent les différents régimes par-ci par-là. Non! Dans l'ambassade, il faut avoir des économistes de l'ambassade. Même les premiers conseils de l'ambassade. Pas pour la sécurité, pas pour la politique, non. L'économie. Et surtout, nous devons avoir les ambassades pour être informés des différents catalogues, l'évolution des prix des différents produits alimentaires ou des produits de première nécessité pour lesquels nous sommes en train de s'approvisionner là-bas. Alors imaginez-vous que la Banque centrale qui est ici, KBD ici, donc la Banque centrale, quand nous voulons d'abord chercher à étudier l'indice de prix à la consommation, elle s'approvisionne des indices de prix à la consommation à l'ambassade américaine. Or, nous avons des facultés d'économie, 217 facultés d'économie au pays, mais il n'y a pas des indices de prix à la consommation. Vous vous rendez compte de ça? Donc, ce sont des facultés à un moment donné qu'il faut fermer, parce qu'on ne sait pas quelle a été l'importance de ces facultés-là. C'est comme je dis aussi avec des facultés budgétivores. À l'université, nous devons balayer même à cause d'une faculté, qui sont des facultés, n'est-ce pas, ici, budgétivores, dépensières, mais qui ne contribuent absolument à rien. Et c'est comme ça même que ça pose des problèmes, même pour les nominations des gens, même la permutation des gens. On a besoin de privilégier les compétences que de chercher à privilégier qui que ce soit. Et quand on ne privilège pas les compétences, la conséquence est tellement très néfaste. Les gens sont devenus des gourous. Alors, ça signifie entendre toutes ces explications que vous venez de donner. Ça signifie pour vous, les fonctionnaires ne peuvent pas trop espérer. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Parce que le barème avait déjà été fixé il y a 2 ans. Mais oui, ils vont s'acquitter de ça sur base d'un plan de trésorerie. Le plan de trésorerie. Je pense que je vais faire une émission ici avec vous sur le plan de trésorerie. Mais oui, tout sera programmé. Nous avons dit qu'éviter, parce que si vous ne voulez pas programmer ça, et ça sera le comportement, nous sommes en train de nous aligner dans la même direction avec la procédure d'urgence. Et nous allons créer la catastrophe. Donc, il faut éviter réellement que quand il y a une augmentation salariale, ça soit récupéré par les opérateurs économiques. Parce que quand ils apprennent réellement... il faut y aller mollo. Et puis l'augmentation ne se fera pas du coup. Ça se fera comment? Par palier. Mais il faut expliquer ça aux fonctionnaires qui attendent. Parce que... Mais tous sont venus, tous qui travaillent là-bas, les uns sont venus d'accord de l'école, non? De l'école, ils savent. Parce que ici, les intellectuels congolais ne sont plus intellectuels. Ils sont devenus beaucoup plus des politiciens. À qui la faute? Mais la faute, c'est un problème de mentalité. Hein. C'est-à-dire que quand les dirigeants ne donnent pas une nouvelle impulsion de voir les choses, une nouvelle philosophie pour changer la donne, eh bien, les gens restent comme ça, en inertie. Hein. Les gens restent en inertie, c'est pas moi qui le dis. Je rappelle, fidèles téléspectatrices, téléspectateurs, followers, que nous sommes en train de recevoir pour vous. Le chef de travaux, Labi Piana Bokechu, eh ben, il a un nom assez long, disais-je. Oui, donc, il a le même complété. En fait, avec lui, aujourd'hui, nous sommes en train de balayer toute la grande question économico-financière, parce que l'heure n'est plus monétaire et l'heure n'est plus à la blague, l'heure n'est plus aux choses pour plaire. Nous sommes en train de faire avec lui une analyse approfondie de la situation actuelle. Oui, basée sur un diagnostic réel. Donc voilà, nous revenons encore à vous, monsieur le chef des travaux Labi. Est-ce que nous pouvons dire, vous avez dit que les fonctionnaires doivent attendre, doivent patienter, le barème salarial, selon vos analyses en tant qu'économiste, en tant qu'analyste, le barème salarial, oui, mais il faut y aller mollo, et puis il faut y aller par palier. Par palier. Vous allez provoquer des tensions salariales qui risqueraient de ne pas être bénéficiaires. Les fonctionnaires vont bénéficier de ça, et bien ce sont les opérateurs économiques qui vont récupérer ça par après. À quel moment les opérateurs économiques... Mais s'ils savent réellement que non... À quel moment, à quel moment les opérateurs économiques profitent d'une situation pour mettre un peu l'économie en chaos, ou sinon mettre un peu les aspects financiers du pays en chaos? À quel moment? Pour dire réellement que non, vous n'avez pas garanti pour eux les sources d'approvisionnement. Vous n'avez pas d'accord mis à leur disposition les catalogues de prix, là où ils s'approvisionnent à l'importation.
Vous savez que l'économie congolaise, on doit faire un effort, augmenter la production intérieure, notre PIB. Aujourd'hui, quand nous demandons aujourd'hui que les taux d'échange, mais nous devons faire un effort au niveau du PIB. Le PIB congolais, c'est 75% maintenant. Nous devons avoir un PIB national qui doit être supérieur à la moitié du PIB mondial. Vous pouvez répéter pour les téléspectateurs, PIB, ça signifie quoi? C'est ça, les différents secteurs qui contribuent à une production nationale. Et cette production intérieure brute, c'est l'effort de tout Congolais, dans les différents secteurs de l'activité nationale. Et c'est pour essayer de couvrir les besoins fondamentaux. Et ça, c'est très important dans les cas où le PIB, la production intérieure, est largement supérieure par rapport à la demande globale, à la demande intérieure, à couvrir les besoins intérieurs, alors le reste sera destiné à l'exportation. Or, réellement, que nous sommes en train de produire notre PIB est d'origine minière. D'origine minière. Et puis, c'est un PIB étranger. Parce que tout ce qui est produit localement n'est pas consommé localement, destiné à l'exportation. Pour permettre à nous d'accord de couvrir et d'avoir des réserves d'échange. Ça, c'est très important, maman. Donc, il faut accroître le PIB. Et si nous voulons à ce que, comme à l'époque, là, quand on disait, un Zaïre est égal à $3, si vous voulez que nous puissions revenir à ça, tout est possible. Les efforts doivent être consentis. Dans le secteur surtout minier qui est devenu comme étant un secteur pourvoyeur de la croissance. Mais maintenant, actuellement, pour que ces efforts soient consentis, vous venez là de dire c'est l'ensemble de tous les Congolais, tous ceux qui sont dans les affaires, tous ceux qui sont... Et puis des Congolais de bonne qualité. Hein. Des Congolais de bonne qualité, pas des Congolais médiocres. Oui, c'est que nous appelons dans un jargon lié à l'ingalaphone des Congolites. Donc des gens qui luttent pour qu'ils soient Congolais. Mais ils ne sont pas Congolais. Ah, les gens qui luttent pour qu'ils soient Congolais. Le Congolite. Ah, ok, d'accord. Alors, nous évoluons, mais monsieur le chef de travaux, c'est aussi... est-ce que les efforts doivent être consentis dans un pays, dans une RDC, où la rétrocommission est devenue la vie de tous les jours? Ah, c'est ça le grand problème. Voilà, j'ai parlé des questions de la mentalité. Pas avec des Congolites, non, mais avec des Congolais de bonne qualité. Pas de mauvaise qualité, des Congolais médiocres. Ce sont des Congolais qui ne veulent pas que les pays avancent et qui s'accrochent à différents points de responsabilité. Personnellement, quant à moi ici, il faut supprimer le Sénat. Il faut se réduire même le nombre de parlementaires. Supprimer le Sénat. Oui, oui. Casser même dans la structure gouvernementale. Dans la structure gouvernementale. Oui, mais c'est trop. Il y a des pays où vous avez des 200. Mais ça dépend aussi de la grandeur. Il y a des pays, mais ça dépend aussi de la grandeur du pays. Maintenant, la structure du pays ne vous oblige pas d'accord d'aller dans ce sens-là. Quand vous avez des structures sociales et économiques qui sont non efficaces. Et nous avons un problème de chercher à adapter cette structure en fonction de l'évolution de l'économie internationale. Tout le monde est réduit, vous voulez aller vers l'avant. Non, ça n'a pas de sens. Logique à ce niveau-là. Et aucun économiste ne démentira. Nous devons adapter notre structure économique en fonction des orientations mondiales. Il faut voir l'image à l'extérieur. Les efforts fournis par Tshisekedi pour ne citer que lui, il y a des efforts consciencieux. Par exemple il y a des efforts consciencieux. Par exemple Je vais te donner cours. Je vais te donner cours à Mbujimaï et à Kananga. Les deux universités en construction là. Mais non, maman. Mais vous n'aurez pas envié les universités. Vous avez vu? Oh, mais j'ai donné cours là-bas. Je vais donner cours pas au niveau des informatiques qu'on est en train de construire, dans des anciens locaux, auditoires. Mais vous voyez l'université sur la montagne. Voyez, c'est bien bâti là-bas, Matamba. Et vous voyez par exemple Kalabambouchi, la route là. La route, c'est un bon projet. Mais ce sont des infrastructures, il faut d'abord commencer par là. Le pays souffre à cause du manque des infrastructures. Il faut commencer par la volonté de construire. Les records d'accord de Kinshasa là qu'on est en train de construire. Ça c'est pour les voies d'évacuation. Ça c'est très important. Il faut connecter les provinces. Les efforts fournis par Maman Fifi Masuka, pour ne pas citer les efforts fournis par Maman Fifi. Mais il faut louer ça, allez voir là-bas. Allez voir là-bas. À condition qu'ils soient là un Congolais de mauvaise qualité pour commencer à nier les efforts fournis par une femme. Parce que vous les hommes, vous n'avez pas fait ça. Donc ce sont les femmes. Et nous comptons, c'est pas là que j'ai demandé même. Moi j'avais demandé même que... Aujourd'hui, monsieur le chef des travaux, vous êtes vraiment le porte-parole de plusieurs politiques. Non, maman, laissez-nous d'être corrects. Laissez-nous d'être corrects. Vous êtes le porte-parole de la gouverneure Masuka. C'est ça les Congolais. Et quand on parle de quelqu'un, on donne les éloges. Non, il doit être... Non, demandez Fifi. Bon, en fait des comptes, entre guillemets, elle fut mon étudiante. Ok. Mais oui, mais... Donc vous êtes honoré aujourd'hui de voir que... Mais oui, de voir. Et je savais
Parce que réellement que j'étais même dans son jury quand il défendait son mémoire. Okay. Et on s'est beaucoup chamaillé. Et il avait fait un mémoire de meilleure qualité. Et je savais réellement que comme elle est vice-gouverneur, elle va devenir encore gouverneur. En devenant gouverneur, elle va faire de bonnes réalisations. Parce que réellement que je n'ai pas prêché dans le désert. Et j'ai prêché, n'est-ce pas, là où les résultats sont. Je suis fier de ça. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Mais la grande question aujourd'hui, nous avons le chef de service Jules Alinguete. Palme d'or. Palme d'or. IGF, celui qui gère l'IGF. Il gère l'IGF. Est-ce qu'on peut d'abord... Non, il faut parler aussi de Miguel. Est-ce qu'on peut d'abord évoluer? Est-ce que... Citer Miguel et puis citer aussi Gilles. Les deux là. Les deux là. Les deux lieutenants là. Les deux lieutenants là. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à l'IGF, il y a une évolution en ce qui concerne les infrastructures. Est-ce que c'est la mission de l'IGF de construire de doter de nouveaux bâtiments? C'est sur base des résultats collectés par l'IGF et il faut mettre les travailleurs, n'est-ce pas, ici, dans des conditions appropriées pour faire un bon travail. Vous voyez, il faut sécuriser le travail et pousser, n'est-ce pas, stimuler, motiver les travailleurs. Là maintenant, ils ne sont plus locataires et la capacité d'accueil a augmenté. La capacité installative a augmenté, le travail sera tellement calme, on va s'installer, on va travailler correctement. Ça, c'est très important. Pas aller dans des bureaux, là où il y a des services. Allez dans les services publics de l'État ici. Vous allez voir comment, n'est-ce pas, les gens qui sont là-bas, ils sont entassés. Mais le travail n'est pas conforme et réglementaire. Je prends le cas parce que vous ne voulez pas que nous puissions parler de Miguel. Non, mais je veux bien. On va d'abord commencer par l'IGF. Oui, maintenant, nous allons... Ça, c'est le premier lieutenant. Deuxième lieutenant, c'est Miguel. Maintenant, nous allons aller... Des sous-traitances. Nous allons aller maintenant au dossier sous-traitance. Ah, mais oui. J'ai reçu des invités dans ce plateau qui ont salué, qui saluent le fait qu'il y a la création de la classe moyenne. Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous, personnellement, en tant qu'économiste, analyste, je dirais, il y a la création et elle s'est créée. Les effets d'entraînement sont là. Allez à Corésie. Deuxième élément ici, mon petit frère qui travaille dans une sous-traitance, je peux vous dire un peu son salaire. Je ne suis pas habilité à dire ça ici. Non, il ne faut pas dire le salaire. Ah oui. Sinon, vous allez le faire tuer. Mais les revenus sont distribués. Et ce sont des revenus colossaux. Les revenus qui offrent à quelqu'un d'accord d'investir. Vous aimez bien le loi là-bas. Vous avez parlé de Colosie. Mais parce que je donne cours là-bas, je donne cours là-bas. Mais ici dans le Haut-Katanga, est-ce qu'il n'y a pas la création de la classe moyenne dans le Haut-Katanga? Il y en a. Et surtout réellement avec le suivi, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ici vigilant de notre fameux, le gouverneur Jacques Yaboula, que je salue en passant. Ouais, il faut des gouverneurs jeunes comme ça, capables de comprendre la situation sociale. Vous laisse encore une certaine évolution. Vous êtes sûr? C'est ce sens-là. Vous êtes sûr? Oui, la classe sociale, la classe moyenne s'est créée et s'évolue. Les gens ont mais comment donc? Vous avez des preuves? Mais oui, est-ce que vous voulez que je cite le nom? S'il faut me permettre moi de citer le nom, je dirais le nom d'un certain nombre de ménages qui commencent à investir, qui ont mené des petites activités par-ci par-là, et pour lesquelles ces activités-là couvrent automatiquement la discrimination salariale et couvrent au moins ce qu'on appelle les déficits de leur salaire. Ils commencent à prendre en charge le tout. D'ici là, nous n'aurons pas d'accord des familles qui seront démunies à cause des possibilités d'intervention ou d'assurer leur survie. Non. Concret, fidèles téléspectatrices, téléspectateurs de la RTNC Haut-Katanga, fidèles followers de notre chaîne YouTube Mag Concret. Vous avez constaté que l'invité a beaucoup à dire, mais nous ne pouvons pas tout dire aujourd'hui. Il y aura des questions sur lesquelles nous allons revenir. Aujourd'hui, comme je le disais, nous avons pris en gros. Mais avant que la réalisation nous dise que c'est déjà la fin, concret dans le concret. Chaque fois, mais dans sa nouvelle version. Concret dans le concret. Monsieur Labi Mpiana Boukéchou, chef de travaux à l'université de Lubumbashi, analyste, économiste averti. Pour ne pas répéter ces mots, il a dit économiste, sinon analyste très averti. Parce que je suis tout à la loupe. Si l'on vous posait la question aujourd'hui, entre M. Jules Alinguete, qui est l'inspecteur général de finances, qui est là, le chef de service à l'inspection générale de finances, et M. Miguel Cachal Katem, qui est le DG de
l'agence, disons, autorité de régulation de la sous-traitance privée, entre les deux, regardez la caméra, qui peut être changé, qui doit rester, ou les deux doivent rester à leur poste. Ça, c'est un message que vous adressez au chef de l'État. En tenant compte des exigences actuelles et de la dynamique actuelle, et ça, je vous dis réellement que non, je n'ai pas de choix. Et pour la simple raison que nous sommes en train de vivre maintenant ici, une nouvelle dynamique. La gestion, la stabilité économique, financière et monétaire, et le management de l'ensemble de l'appareil de l'État. Ces deux messieurs démontrent de quoi ils sont capables. Je souhaiterais, je formule le vœu au chef de l'État de les maintenir dans un premier temps et de ne pas chercher à embrouiller la carte parce que les ennemis du Congo risquaient de profiter de leur départ. Et cela se résume à un adage ronde. Qui dit qui mais dit je suis curieuse. Oui, ronde en plus. Et qui était récupéré par les Bayaka. Un adage de Bayaka, récupéré chez nous à l'équateur par les Mongos, et puis encore retourné ici chez les Mba. Cet adage dit ceci. La calebasse est encore dure parce qu'il n'a pas encore réussi un coup de bâton. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef des travaux, Labim Piana Boketchou. Ce soir, avec lui, nous avons abordé toutes les grandes questions. Et puis, il a donné son point de vue. Eh ben, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de transmettre, de vous présenter tout ce que le chef des travaux, Labim Boketchou Piana, a dit. Nous allons revenir la fois prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau numéro du magazine économique concret. Mais dans l'autre temps, moi, en tant que journaliste femme qui appuie au fait le leadership féminin, je dis encore une fois, personnellement, je dis bravo et félicitations à Madame Judith Toulouka Souminois, la première ministre de notre pays. Bravo Madame et bon courage. Vous faites du bon travail. Et continuez, allez de l'avant et vous allez y arriver. C'est possible d'arranger ce pays. Monsieur Labi, merci.